Alors, on commence avec Martin Hervé. Martin Hervé est chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal et membre du CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec. Il travaille sur les poétiques de l'irréel dans la France et le Québec d'aujourd'hui. Sa thèse de doctorat s'intitule « L'esprit de l'abîme, écriture de l'intériorité et pensée diabolique » chez Georges Bernanos et Marcel Jouandeau. En parallèle, il s'intéresse aux liens entre littérature et psychanalyse et aux écritures de l'homosexualité. Ses recherches ont été publiées dans des ouvrages collectifs et différentes revues, parmi lesquelles Voix-Images, Fiction, Europe, Roman 2050, 18e siècle et L'enjeu lacanien. Donc, sa communication de ce matin s'intitule « L'agir odieux de la littérature, affectivité, négativité et transitivité d'après Georges Bernanos ». Merci Louis-Daniel, merci tout d'abord Cassie et Alexis pour cette invitation autour de ce thème inspirant, en tout cas qui m'inspire beaucoup et j'espère en faire rayonner quelques éclats à l'instant devant vous avec donc Georges Bernanos. D'abord une petite mise en contexte, petite histoire peut-être, c'est en 1926, soit quelques mois en fait après la sortie de son premier roman, Sous le soleil de Satan, que l'écrivain donc français Georges Bernanos va commenter quelques-unes des critiques virulentes que son livre a suscitées, en particulier du côté de la presse catholique conservatrice. Et entre toutes ces critiques, il retient surtout celle du journaliste Gaston Leroux, qui lui reproche l'extrême noirceur de son roman. Et voilà ce qu'il nous en dit. « Monsieur Leroux veut me convaincre de lui avoir servi le désespoir au fond de mon plat d'enfer. Ce témoignage me remplit de joie. Il me prouve que j'ai dépassé la littérature, atteint la part réservée d'une âme. » Donc, il y a bien des choses, vous en doutez, qui peuvent interpeller dans cette remarque de Bernanos. Donc peut-être en premier lieu l'espèce d'enthousiasme, la joie, comme il dit, dont il fait preuve face au désespoir que son écriture aurait su produire chez le lecteur. À l'en croire, l'affect apparaît donc comme l'indice d'une réussite littéraire ici, mais en tant qu'il serait l'indice d'un dépassement de ce qui serait seulement littérature. Donc dans ce retour du primo-romancier face aux critiques se profilent en fait les termes de ce qui s'affirmera au fil du temps chez Bernanos comme un véritable problème esthétique. Un programme qui ne se réduit jamais chez lui au travail sur la forme ou au vertige de l'imagination, mais plus radicalement, celui-ci doit assumer à ses yeux, à travers l'effet panique qu'il serait censé engendrer, une visée éthique singulière. Alors si je serais amené plus loin à revenir ou à recommenter un peu cette remarque de Bernanos, elle me sert d'ores et déjà à dire qu'en ce qui concerne l'ambition d'écrire, celle-ci chez lui ne peut se penser hors du régime affectif de la littérature, accordant une forme de primauté à l'horreur ou au malaise, en somme à toute cette partie de la vie sociale que Norbert Elias désignait comme en étant les coulisses. Des coulisses qui renvoient à l'insondable négativité de nos expériences affectives, cette région de nos émotions, de nos sentiments qui est la plus réprimée sans doute parce qu'elle est réputée la plus inobjectivable, la plus irrationnelle, toujours proche en cela de contredire l'axiome du gouvernement de soi. Si ces contours nous apparaissent flous, indistincts, poreux même, comme on sera amené à le voir, n'est-ce pas en raison toutefois du rapport oblique que nous entretenons à son égard? N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'affirmait Lacan en ouverture de son fameux séminaire sur l'affect, princeps et l'angoisse, auquel il déniait d'emblée tout caractère protopathique? Par non protopathique, donc il fallait entendre, selon Lacan, ou avec lui, un affect qui ne se donne pas d'évidence, ou plutôt dont l'évidente immédiateté dissimule sans doute le sens véritable à lui donner. C'est cette mise en garde contre les raccourcis ou les solutions un peu simplificatrices qu'il nous faudra avoir à l'esprit tout du long. Mais alors revenons d'abord à cet étrange, on va dire, compagnon qu'est Bernanos, écrivain monarchiste et catholique, pour ceux qui ne le sauraient pas, antimoderne de premier ordre, polémiste à la vervacine, mais également animateur intellectuel de la France libre depuis le Brésil. Car c'est avec lui, dans son sillage, donc, je me propose de réfléchir aujourd'hui au privilège de la négativité affective, à quoi la vocation de la littérature a pu être parfois assimilée. C'est ce que j'appelle, pour rester proche du vocabulaire bernanosien, donc l'agir odieux de la littérature, son authentique puissance d'inquiéter. À travers l'exemple de Bernanos, il s'agit donc pour moi de poser les premiers jalons d'une réflexion qui s'amorce sur un imaginaire hostile, imaginaire hostile de la parole, défendu, voire parfois élaboré conceptuellement par les écrivains eux-mêmes. Un imaginaire qui a une vision spécifique de la littérature associe sa mise à l'épreuve du lieu même de l'écriture, et une écriture qu'elle soit romanesque ou pamphlétaire, comme il va avec Bernanos.
Alors sur ce chapitre, bien sûr, Bernanos n'est pas le seul, hein, je n'évoquerai que lui aujourd'hui. Rien qu'à son époque, d'ailleurs, on se souvient de la déclaration de celui que Bernanos considérait comme sa némésis, André Gide. Un an tout juste avant que Bernanos ne fasse son entrée dans le monde des lettres, en 1925, Gide affirmait au détour d'une page du journal des faux monnayeurs « Inquiété, tel est mon rôle. Le public préfère toujours qu'on le rassure. Il n'en est dont c'est le métier, il n'en est que trop. » Ce qui se joue pour des écrivains comme Gide et Bernanos, au fil de cette conception odieuse de l'effet esthétique, où le gain sublimatoire n'a jamais le dernier mot, on le verra, ce n'est pas seulement le sens et la valeur donnée à la chose littéraire. C'est combien également on peut en dégager une forme d'anthropologie des émotions littéraires, lorsque la littérature déploie des expériences sensibles ou des vécus affectifs qu'aucune nomenclature ne parvient à délimiter, voire qu'elle paraît parfois inventer tout bonnement certains vécus ou expériences qu'on serait bien en peine de ressaisir en des coordonnées similaires dans la réalité. Alors pour commencer, sans doute faut-il faire entendre ce que le terme odieux, agir odieux, donc recouvre. Si je le préfère en fait à angoissant ou inquiétant, bien que je veux beaucoup parler d'angoisse, c'est avant toute chose parce que je ne m'aventurerai pas aujourd'hui à mettre la focale sur la qualité ou la substance de cette angoisse bernanosienne. Je me refuserai donc à une forme de typologie qui nous amènerait trop loin pour aujourd'hui. Le cœur en fait de mon exposé, c'est en d'autres termes moins la nature propre de cette angoisse, telle que la pense Bernanos, que la fonction qui lui fait remplir, et par extension la vision de la littérature qui en découle. Alors si j'adopte aujourd'hui aussi ce terme d'odieux plutôt que angoissant, c'est sans doute un peu aussi afin d'y faire résonner ce signifiant divin, permettez-moi, à partir duquel un écrivain comme Bernanos s'est acharné à écrire, lui qui se définissait d'ailleurs comme un catholique écrivant des romans, il y tenait, et cela malgré les tourments et les difficultés qu'une telle tâche pouvait procurer. Car cet agir odieux de la littérature, Bernanos n'a eu de cesse d'en ressentir les affres, d'en éprouver même parfois les subtils tourments. Combien de fois ne rappela-t-il pas que l'écriture relevait pour lui d'une vocation imposée, d'un appel auquel il ne pouvait se défausser, mais qui confinait parfois au vertige ou à l'épreuve. Il y a ainsi pour Bernanos une inquiétude vécue du lieu même de l'écriture, à laquelle se conjugue au quotidien, comme il en a souvent fait état, sur le mode de l'impuissance ou du désarroi. Je ne suis pas un écrivain, confiait-il d'ailleurs dans Les grands cimetières sous la lune, sa grande œuvre sur la guerre d'Espagne. La seule vue d'une feuille de papier me harasse l'âme. Tel est son drame, se sentir par tout son être appelé à écrire, alors qu'il dédaigne en grande partie le métier, ses procédés et ses accommodements. Même avoir acquis une réputation enviable dans le milieu des lettres françaises, Bernanos ne manque pas une occasion de le rappeler. Or, après avoir tant travaillé depuis 20 ans, je commence seulement à croire que je ne me suis pas trompé, que j'étais réellement condamné à cette espèce de langage conventionnel qui est celui de l'écrivain. Je n'ai jamais pris très au sérieux ce langage, il m'arrive souvent de le haïr. L'expérience gagnée au fil de la carrière littéraire n'aura ainsi permis qu'à confirmer un sentiment installé chez lui depuis longtemps, la haine de ce langage conventionnel qui est celui de l'écrivain, mais qui lui est paradoxalement destiné. Derrière le terme conventionnel, on doit se montrer d'ailleurs attentif à la dénonciation d'une sorte de verbalisme inhérent au langage, aux yeux de Bernanos. Qu'il soit habile, outil du rhétoricien ou instrument du fabulateur, le langage reste, dans son optique, invariablement artificiel. Il est même, selon lui, d'une équivoque si hideuse que les mots se montrent incapables de transmettre le fond d'une vérité dont le sens a, de toute façon, été presque irrévocablement perdu. Je parle bien sûr dans l'optique de Bernanos. C'est pourtant à partir de ces mots que son art inquiétant du roman ne parvient à acquérir sa véritable dimension éthique. En cela, on peut dire que Bernanos écrit toujours à partir d'une certaine forme d'aversion, de haine de l'écriture, une haine qu'il lui faut sans cesse retrouver, sans jamais complètement parvenir à la surmonter, inscrivant ainsi la pratique littéraire sous le signe de la lutte et de l'odieux. Odieux venant d'ailleurs du latin odi odium, qui veut dire donc la haine. Tout cela éclaire, il me semble, un peu comme en préambule, le rêve qu'a pu nourrir Bernanos d'une littérature semblable à un plat d'enfer, ainsi qu'il le défendait face au critique Gaston Leroux. Une littérature, donc, où la peinture du désespoir, de la fatalité ou de l'étrangeté devait ébranler le lecteur dans une forme d'effraction ou de rate, ne pouvant que le laisser ébahi et intranquille. Pour ce contempteur d'une modernité en déshérence, écrire impose en effet une seule chose, de devenir comme le Christ, un chrétien oblige, moins l'infirmier
que le bourreau des âmes. Si Bernanos aspire à une chose lorsqu'il tient la plume, c'est d'atteindre l'âme de son lecteur, comme il le répète bien souvent, cette âme qui est bien à l'abri derrière son sac de peau. Cette expression sera très rémanente dans son œuvre ou même dans sa correspondance. C'est comme s'il n'était en fait d'autre idéal esthétique que celui d'une puissance d'action, d'un agir dont l'efficace tiendrait à la violence de l'écriture, alliant dans un même but le fond et la forme. C'est ce qu'attèchent chez Bernanos autant les contrastes et l'emportement du style que l'outrance du propos, sans oublier bien sûr la fulgurance crépusculaire de ses visions. Pour Bernanos, écrire revient par conséquent toujours à chercher à entamer la certitude du prochain. Ce qui lui importe, c'est de performer en quelque sorte l'angoisse qu'il traverse, cette angoisse qui, on l'a vu, le mine, bien qu'elle fasse tout le prix de sa vocation d'écrivain. Faire de cette angoisse une force de frappe. Il s'agit en fait d'en faire connaître et ressentir l'ébranlement chez autrui, afin de mieux réveiller le goût qu'aurait d'elle-même une âme moribonde. Il y aura ainsi une forme de terrorisme littéraire à l'égard de Bernanos, ou de sa part plutôt. Même romancier, l'écrivain est à ses yeux toujours un polémiste vindicatif, si tant est bien sûr qu'on retient de la polémique avec Denis Labouret, qu'elle réside dans une entreprise de conversion par la violence. Ainsi que Bernanos l'avoue d'ailleurs à son premier éditeur, le philosophe et thomiste Jacques Maritain, l'essentiel pour lui en écrivant n'est pas de mener un raisonnement à son terme, mais de frapper le plus fort que l'on peut. La logique déductive, la cohérence discursive, l'homogénéité narrative, tout cela est donc de peu d'importance au regard d'une réelle visée morale dont le texte doit signifier l'Assomption. Grâce à sa prose éruptive, passionnée même, on peut dire que Bernanos essaye de toucher une âme, et ce en faisant d'ailleurs de l'âme l'objet premier de son écriture. Il lui faut ainsi réveiller une conscience en la délogeant du confort et de la placidité dans quoi elle se terre. À cette conscience, il convient donc de donner la possibilité de penser par elle-même, au point de lui conférer une amplitude mentale, une liberté qu'elle ne connaît plus guère. Même si cela revient donc invariablement à utiliser les moyens en apparence les plus odieux. Résolument éthique, ou farouchement même, on pourrait dire, l'écriture de Bernanos n'a d'autre objectif que d'atteindre ce fond secret en revers des consciences, ce qu'il appelle bien sûr en droite ligne du dogme théologique l'âme, soit ce qui serait une forme de noyau spirituel où palpite à ses yeux le sens absolu de ce qui fait la vérité de l'être. Or, à l'heure de la modernité, cette âme apparaît pour un chrétien fiévreux comme Bernanos comme souvent reniée ou assagie. Aussi, c'est pourquoi son réveil ne peut se faire que sur un mode foudroyant, violent, à la manière d'une irruption soudaine et disruptive. On ne s'étonne pas que celui qui fut un subtil, on va dire, en tout cas un insistant écrivain de l'intériorité, qui, comme on le voit, cherchait justement à atteindre la propre intériorité de son lecteur, l'essentiel réside moins sans doute dans la surface que dans le dedans ou le revers des phrases. L'essentiel se tient en somme derrière les effets miroitants des situations et des personnages, en deçà ou en travers des ordres narratifs ou descriptifs. C'est ce qu'il affirmait à son ami Pierre Belperron en 1935 d'ailleurs, car au fond, ce que j'ai d'original, c'est ça, pas autre chose. J'apprends aux gens à lire entre les lignes. Tout se passe en fait comme si pour Bernanos, l'effet panique reconnu à la littérature, et qui seul lui faisait d'ailleurs mériter son nom de littérature pour lui, et bien cet effet panique visait en dernier lieu une forme de pédagogie herméneutique devant à conduire à une expérience intérieure inédite. Cette manière de concevoir la transitivité de la littérature s'inscrit, sans doute, à l'horizon de la catharsis aristotélicienne, moins toutefois parce qu'il s'agirait encore chez Bernanos d'une diététique de la littérature, assimilée à une forme de purgation des passions par les puissances du négatif, mais parce que l'effet affectif de l'œuvre esthétique recèle, comme chez Aristote, une véritable portée politique, ou pour le dire dans les termes de Bernanos, une portée morale. Cette conception transitive de la littérature revendique toutefois bien plus franchement un autre héritage qu'Aristote, vous l'aurez compris, c'est celui de la mystique chrétienne, où l'angoisse a pu être reconnue comme le point de départ de ce qu'un des personnages de Bernanos appelle de façon très éloquente la résurrection des consciences. Dans cette perspective, l'accablement, l'inquiétude, le doute correspondent au prodrome de la reconquête d'une liberté, même si cette liberté ne s'arrache que du lieu même de l'enfer. Tel est en effet le scandale d'une angoisse qui s'apparente à un terrible, bien qu'impérieux moment de vérité.
Elle est ce qui délivre violemment, en faisant tomber les murs de l'ordinaire d'une existence qui n'a plus aucunement conscience d'elle-même, au sens de sa vérité la plus essentielle. L'angoisse est alors, selon Bernanos, le ressort d'une affirmation subjective ne pouvant advenir qu'à travers la dépossession, voire l'anéantissement de soi. Il en va ainsi parfois chez Bernanos d'un rôle constitutif attribué à l'angoisse, ce qu'on pourrait appeler les bienfaits de l'angoisse, ou son abord curieusement positif, en tout cas peut-être curieusement pour nous aujourd'hui, mais qui n'est pourtant, j'y insiste, jamais synonyme d'une joie ou d'une quiétude retrouvée, mais à l'inverse d'un avènement sur fond de perte et d'horreur. Perte et horreur qui deviennent d'ailleurs, dans les dialogues des romans de Bernanos, le centre d'une forme de dispositif relationnel où inquiéter autrui, le pousser jusqu'au vertige au-dedans de lui-même, sont les conditions de son réveil spirituel, malgré le fait que ce réveil correspond bien souvent à la mort. Ce sera le cas avec le personnage de Mouchette dans Sous le soleil de Satan, avec le personnage aussi de la comtesse dans le fameux journal d'un curé de campagne, avec Blanche de la Force portée à l'échafaud dans le dialogue des Carmélites. Je ne ferai pas toute la liste, mais on le retrouve, ce dialogue portant à la mort, dans bien des œuvres de Bernanos. Tout cela pour dire que chez Bernanos, l'angoisse ou l'inquiétude se communiquent. C'est même ce par quoi on communie dans une forme de porosité, mais aussi de transhumance simultanée des intériorités. Au sein de ces textes, le dialogue devient donc le pivot d'une forme d'angoissement, pardonnez le néologisme, où le passage par l'autre, dans l'ordre du discours, signifie une aggravation du tremblement intime. L'espace de la parole s'y ouvre comme un espace éminemment labile et transitionnel. Les affects s'y échangent et s'y transforment. La clôture subjective y est levée, en tout cas momentanément, et la vérité de l'être ne s'y mesure qu'à l'aune du dessaisissement dont il fait l'épreuve. Si j'insiste sur ce rôle que remplissent les dialogues bernanosiens, c'est que ceci me semble à vrai dire la mise à l'épreuve des conceptions qu'a l'écrivain quant à cet agir odieux de la littérature. Conception jamais d'ailleurs, je le précise, jamais tout à fait systématisée, ni encore moins formulée en termes de théorie. Avec ces dialogues se module en tout cas au sein de son univers romanesque ce que j'introduisais comme un imaginaire hostile de la parole, au travers duquel Bernanos aspire aussi bien à une puissance d'action du verbe qu'à une authentique affectivité de son lecteur, toujours susceptible alors d'être pris, d'être comme emporté loin de lui-même. C'est ce par quoi en fait l'écrivain poursuit et explore son idéal d'un art qui serait vrai, c'est-à-dire un art à ses yeux susceptible de réveiller les consciences en les inquiétant, en les malmenant même à la hauteur des affres que lui-même a traversés, l'inconfort ou l'aversion du lecteur n'étant que l'indice d'une liberté et d'une dignité retrouvée à ses yeux. Voilà donc qui impose un relatif bouger à nos définitions, parfois d'ailleurs un peu proche de se figer en orthodoxie critique, lorsqu'on attribue un peu trop vite une forme d'insularité ou d'intransitivité aux formes littéraires les plus troublantes, les plus désespérantes, voire les plus insupportables. Avec l'exemple de Bernanos, l'on voit combien il existe au contraire une histoire esthétique de l'inquiétude, qui a férocement, dans son cas, défendu l'hypothèse d'un régime littéraire transitif, devant même parfois être apprêté à la manière d'un plat d'enfer. Je précise toutefois qu'au sein de cette histoire, il y a une différence sans doute à marquer entre cet agir odieux de la littérature, tel qu'il aura été rêvé, mais aussi thématisé par Bernanos, et lequel d'ailleurs nous montre de quelle violence peut se soutenir aussi l'éthique, et d'un autre côté, la volonté d'angoisser, qu'on rangerait du côté de la perversion, laquelle volonté se situe comme à la charnière de la subjectivité d'autrui, y trouver une faille où se loger et imposer une forme de dépossession cauchemardesque. Cela, certains textes, comme bien sûr ceux de Sade, mais aussi ceux de Marcel Jouandeau, nous en démontrent l'implacable logique. Les dialogues bernanosiens me donnent toutefois encore l'occasion d'avancer une autre hypothèse, car on a vu avec eux que l'angoisse apparaît moins comme un affect individuel, unitaire et centré, que ce qui ouvre à l'espace d'une communion constamment relancée dans le texte, mais aussi à travers lui. Cela recoupe ce qu'avance d'ailleurs Georges Didier Huberman dans son récent Fait d'affect, à savoir que les affects et les émotions, c'est ce qui se passe, nous dit-il, en nous, mais aussi entre nous. C'est donc, ajouterais-je, ce qui nous met toujours un peu hors de nous, soit parce que les émotions nous ramènent à un immémorial toujours déjà perdu, soit parce qu'elles ne se conçoivent que dans la perspective d'un faire commun. En cela, l'émotion à affect ratifie la ruine d'une supposée individualité psychologique, tout comme elle dessine l'horizon d'un paysage affectif
singulièrement déterritorialisée. Transindividuelle, insituable, l'angoisse telle qu'elle est abondamment décrite, mais aussi bien vécue que cherchée à être produite par Bernanos, cette angoisse donc se révèle vagabonde, migratoire, constamment disséminée par l'effet de la parole. Je l'ai dit, donc, cette façon de l'envisager, l'angoisse, tient certes en partie, chrétien oblige, au dogme du corps mystique et de la communion des saints, mais son œuvre littéraire me semble la hisser vers autre chose. Le relief, l'acuité que cette étrange forme de malaise prend au fil des textes de Bernanos paraît en effet voué à sonder des gouffres d'affectivité inédits. Poisseuse et insurmontable dans son roman Monsieur Wynne, ou masquée comme à double fond dans celui qui a pour titre L'imposture, l'angoisse bernanosienne n'annonce-t-elle pas en quelque mesure d'ailleurs la nausée sartrienne, ou encore l'horreur de Georges Bataille, si ce n'est même l'irrésistible déperdition de soi qui hante les œuvres de Samuel Beckett. On se souvient que Gilles Deleuze reconnaissait à Proust le privilège d'avoir inventé la jalousie, en donnant à cette émotion qu'on attribuait à ses yeux, et avant Proust de façon sans doute un peu galvaudée, une étonnante épaisseur sensible et symbolique qui court-circuitait toute réduction à la seule psychologie des passions. S'il n'est pas l'inventeur de l'angoisse, comme Proust l'est peut-être de la jalousie, néanmoins Bernanos contribue à en renouveler en quelque sorte l'énigme. Cela en montrant et en cherchant à nous faire éprouver combien l'angoisse se constitue toujours déjà au dehors, combien elle traverse les sujets sans s'y arrêter, ne se limitant alors par conséquent à n'être jamais que la chambre d'écho des passions humaines. C'est à ce titre que Bernanos participe d'une anthropologie des émotions littéraires, laquelle m'apparaît d'ailleurs toujours en partie insoluble dans l'histoire officielle des émotions, parce qu'elle en dénaturalise les catégories comme les téléologies. Dans son texte « L'inquiétant familier », Freud faisait de l'angoisse le principal destin de l'affect quand le refoulement opérait, si bien que l'angoisse était à ses yeux l'indice même de l'inconscient, parlant comme un coup sûr. Dans ces mêmes pages, Freud accordait, on le sait, une vaste place à l'objet d'art, mais sans en rabattre l'effet sur une simple satisfaction esthétique. D'autant plus en ce qui concerne les œuvres troublantes, voire sinistres. Il faisait d'ailleurs à ce propos l'hypothèse qu'il existerait une forme d'angoisse proprement littéraire, qu'on ne retrouverait pas en tant que telle dans les expériences offertes par nos réalités communes. Cette forme raffinée d'Unheimlich s'apparentait à un affect original, une sorte d'inquiétude inédite en sa qualité comme en son intensité. Et à l'en croire, je le cite, l'élément inquiétant familier de la fiction, donc de l'imagination et de la création littéraire, mérite effectivement une considération particulière. Il a surtout une teneur bien plus riche que l'inquiétant du vécu. Il l'englobe entièrement, mais regroupe aussi d'autres éléments qui n'apparaissent pas dans les conditions du vécu. Pour Freud, donc, il y aurait comme une sorte de véritable privilège de la littérature et plus largement de tout le champ esthétique quant à l'inquiétant familier. Son magistère tiendrait à ses yeux non pas seulement à la représentation de cette forme d'angoisse particulière, qu'à sa façon de la provoquer dans les détails et par les effets de sens des textes mêmes. Nul doute, alors, je dirais pour finir, que cet effet Unheimlich particulier, Bernanos a cherché autant à le thématiser qu'à le produire, voire parfois, comme on a pu le voir dans sa correspondance ou dans ses essais, il a cherché à en esquisser une sorte de proto-théorie, bien que toujours en ces termes propres de catholique écrivant des romans. Par les moyens d'une écriture odieuse, le voyant d'ailleurs souvent du côté de l'insolite et du surnaturel, Bernanos entendait de la sorte mieux apprendre aux gens à lire entre les lignes. Il n'a cessé, dans une forme de sourde haine créatrice, de rendre droit au caractère insaisissable et même circulatoire, décentré de l'angoisse, laquelle se révélait moins à ses yeux, et telle qu'il en faisait l'expérience, comme le signe d'une défaillance du moi, que comme celui d'un profond dessaisissement de ce qu'on appelle soi-même. Je vous remercie.